qui ont remplacé les événements en présentiel. Et c'est une façon de considérer comment on peut garder les liens entre la communauté et partager notre passion dans des conditions difficiles provoquées par la pandémie. Alors, l'année dernière, nous avons commencé une série d'événements virtuels et nous avons pu organiser une série de 5 sessions de ces séances de septembre 2020 jusqu'au mois de février 2021. Et par le biais de ces événements, nous avons pu partager nos expériences et de comment organiser ces événements virtuels pour vous garder en contact avec vos collègues. Et la première session, c'était une question d'assistance aux gens qui voulaient établir un réseau pour la première fois. Et nous avons considéré aussi les modèles avec capacité d'évolution. Et ensuite, nous avons visité Uganda, Bosco et visité le réseau communautaire. Si vous voulez suivre les séances de l'année dernière, je vous encourage de visiter le site web et vous verrez les séances sur le site web et le contenu de ces événements. Et maintenant, nous commençons la deuxième série et celle-ci est la première. Et avant de laisser la parole au modérateur, je voulais juste prendre un moment pour reconnaître que nous allons aborder ces webinaires d'une façon différente. Mais merci. Cette année, d'après les commentaires que nous avons reçus, nous avons reçu des commentaires que les gens commençaient à être fatigués pendant les séances virtuelles. Alors, c'était plutôt une idée du comité organisateur. On considérait ces commentaires et après avoir considéré les commentaires, nous avons considéré que ce serait plus pratique et plus efficace pour la qualité des événements et sur une période plus durable, peut-être une période de 3 mois est plus convenable. Il y aura le prochain événement, ce aura lieu en octobre et celui d'après en janvier et tous les 3 mois. Alors, vous verrez des annonces sur le site web, sur le contenu, les titres des événements et comment suivre les événements. Et c'est intéressant toujours d'avoir vos commentaires parce que nous pouvons parler de vos commentaires pendant les sessions. Et on est toujours en train d'identifier d'autres façons à faire les choses. Je voudrais tout d'abord remercier nos partenaires
L'an dernier et cette année, ils ont rendu possible les événements pendant cette année. APC, notre partenaire virtuel, tant dans les événements en présence que virtuels. Et, et en deuxième, oui, j'aimerais aussi remercier les autres partenaires et le travail qui a été fait pour recueillir les commentaires. Nous sommes très reconnaissants de cette contribution à la réussite de ces événements. Et je voudrais aussi remercier l'équipe de ISOC qui travaille aussi sans cesse pour coordonner les événements et pour présenter des événements au bénéfice de tout le monde. En dernier lieu, je voudrais remercier les sponsors de l'événement qui ont rendu possible l'événement. Mozilla, nous sommes très reconnaissants de l'effort que vous avez fait pour contribuer à la réussite et je voudrais reconnaître nos sponsors par le passé et dans d'autres événements. Et nos partenaires GIZ ont contribué par le biais des podcasts et en français et en anglais. Alors, nous pouvons partager un podcast en anglais et en français pour les gens qui n'ont pas pu assister aux événements. Nous pouvons les partager par des médias, plusieurs médias, au WhatsApp, d'une façon pour qu'ils puissent en tirer profit des séances auxquelles ils n'ont pas pu assister. Alors, j'invite aussi d'autres organisations, si vous êtes intéressés par le parrainage, pour que nous puissions vous donner des lignes directrices sur votre intervention. Alors, sur ces mots, je voudrais remercier de votre présence, de participer à cet événement et je voudrais inviter à laisser la parole à notre modérateur, Lilium Ashum. Elle est membre du comité. Elle est du comité du programme virtuel. Et Joséphine, elle a travaillé dans les communautés, dans des activités et beaucoup d'expérience avec les communautés, les réseaux communautaires. Et c'est un plaisir de laisser la place à Lilium. À vous la parole. Merci, Muchuki. Merci pour cette présentation et bienvenue à tous. Et de la part du comité organisateur, je voudrais vous accueillir à la première séance de la série 2021-2022 des réseaux communautaires en Afrique. J'espère que vous avez pu rester sains et saufs pendant cette pandémie et j'espère que vous aurez une expérience agréable pendant cette séance. Je voudrais mon rôle aujourd'hui est de modérateur de la séance. Et avant de commencer, je voudrais juste quelques règles pour la participation. Et en premier lieu, la séance sera enregistrée et cet enregistrement sera disponible et
est aussi diffusé sur les réseaux médias en direct. S'il vous plaît, veuillez vous participer de façon respectueuse parce que nous avons toutes les cultures représentées. Si vous posez des questions, s'il vous plaît, soyez bref en termes simples. Et s'il vous plaît, veuillez noter votre prénom et organisation. Ou par exemple, votre prénom, le pays. Et vous devrez aussi vous familiariser avec le code de conduite, le code éthique pour. Je vais poster le lien dans la fonction chat. Et comment participer? Nous avons un hashtag pour les médias sociaux. Vous pouvez l'allumer. L'interprétation est fournie en français et en anglais. Et la fonction de chat est pour parler avec des conversations avec vos collègues. Vous pouvez lever la main si vous voulez parler et le bouton est là pour le désactiver. Et s'il vous plaît, posez vos questions dans la fonction de questions et réponses. Et là, je mets terme aux règles de comment participer. Mais je voudrais aussi vous donner vous expliquer comment nous allons avoir des consultants de plusieurs organisations, mais nous allons commencer avec la présentation de l'APC après et des mises à jour dans ce domaine. Ensuite, nous aurons les orateurs d'APC et de Mozilla qui vont répondre aux questions posées directement à eux avant de passer à la séance suivante. Alors, je vous encourage à poser vos questions dans la fonction chat. Et quelques questions, oui, on pourra peut-être les répondre directement dans la salle de chat aussi. Alors, la séance d'aujourd'hui, c'est sur les études, les outils et les ressources essentielles. Les réseaux communautaires travaillent pour combler la lacune pour des services numériques pour fournir de l'information, de l'éducation, surtout pendant cette pandémie. Mais établir un réseau communautaire et qui ont eu cette expérience peuvent constater qu'il y a beaucoup de processus à considérer, l'engagement de la communauté, l'environnement et entre d'autres thèmes. L'objectif de cette séance est de présenter les outils et les ressources essentielles que les réseaux communautaires peuvent utiliser pendant les différentes étapes de l'établissement et de l'opération des réseaux communautaires. Alors, nous allons passer directement aux membres du panel, les premiers membres. Et alors, je vous présente Dr. Carlos. Carlos est ingénieur de télécommunications avec des études de développement. Il a participé à des programmes de connectivité rurale et est fondateur in South Africa. Steve Song is
Il est consultant de politique et sur la réglementation d'accès et pour les communications progressives. Et il est associé avec où il travaille sur les stratégies d'établissement des réseaux communautaires. Et il est passionné par les thèmes de télécommunication. Vous pouvez lire son blog. Alors, Carlos, je vous laisse la parole. Et Steve, vous allez partager quelques perspectives sur les lacunes que vous avez constatées, des nouveaux développements, des politiques nouvelles, par exemple en Kenya ou Ouganda l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu de plus sur pourquoi ces perspectives sont pertinentes? Merci. Je vous laisse la parole. Merci à tous. C'est un plaisir de faire partie de cette organisation et de cet événement merveilleux. Merci et j'espère que je vais pouvoir vous donner des perspectives à partager avec tous. Alors, sans plus attendre, je vais partager mon écran et je vais commencer la présentation. Et je vais laisser la parole à Steve pour qu'il... merci, Carlos. Par le biais de cette présentation, nous espérons expliquer une meilleure façon d'établir les réseaux communautaires et d'où trouver des meilleurs outils pour les réseaux communautaires. Alors, le contexte d'aujourd'hui, nous nous rendons compte que plus que jamais, l'accès à l'Internet est essentiel pour tout le monde. Si nous considérons les chiffres sur le graphique, nous pouvons constater que les numéros d'utilisateurs augmentent très lentement. Et c'est un problème parce que cela révèle que le modèle actuel n'est pas suffisant pour créer de l'accès pour tout le monde. Alors, si nous considérons les zones isolées en comparaison avec les zones urbaines, parce qu'ils sont plus faciles, les zones urbaines, parce qu'ils sont plus rentables, mais dans les zones isolées, est beaucoup plus difficile parce que ces zones sont moins attirantes pour les investisseurs. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, une façon d'expliquer que j'ai toujours trouvé utile, c'est de faire la comparaison entre l'accès abordable. C'est comme un verre qu'on voudrait remplir. Et toutes les télécommunications sont comme, oui, ce sont des pierres. Ouais, les telcos, c'est comme des pierres qu'on pourrait peut-être mettre dans un verre, mais si on le remplit trop avec de l'eau, l'eau occupe plus de 50% du verre. Et c'est un peu comme ça que je voudrais expliquer la situation en ce qui concerne l'accès à l'Internet. Parce que c'est, oui, la moitié manque de l'accès. Les opérateurs grands ne vont pas combler le fossé d'accès parce que pour aborder les besoins locaux et pour fournir des services qui reflètent les personnes qui habitent dans ces zones, nous avons besoin d'opérateurs
qui ont peut-être une autre façon de considérer, d'aborder ce thème. Parce que les petits et moyennes entreprises occupent plus de 50% de l'économie. Alors, ce n'est pas rien de nouveau. Nous avons besoin d'opérateurs moins commerciaux et nous constatons où le modèle commercial ne réussit pas à combler les lacunes pour livrer l'accès pour tout le monde. Nous devons changer le cadre réglementaire pour que plus d'opérateurs puissent opérer dans ce marché, parce que la réglementation est plutôt favorise les grands opérateurs. Et avec cela, je laisse la parole à Carlos. Merci, Steve. Je vais présenter la façon dont les différents espaces, processus et mécanismes peuvent nous aider à promouvoir les réseaux communautaires et en faire les petites pierres évoquées par Steve. Ceux qui ont vu les présentations, qui ont lu nos écrits, nous faisons référence aux recommandations de la conférence de 2014 où les réseaux communautaires, quand les réseaux communautaires ont été, on leur a présenté ce langage, mais au-delà de cela, il y a eu une lacune en ce qui concerne le développement de cette terminologie spécifique et de ce processus et système. Et la raison, c'est que les grands lobbies et les autres grandes corporations ont considéré les réseaux communautaires comme des ennemis plutôt que comme une solution complémentaire. Nous avons toujours dit qu'il y avait de la place pour tout le monde, comme nous l'avons vu sur les diapos précédentes. Vous savez que la conférence a lieu tous les 4 ans. Il y a eu la conférence potentielle en 2018 et les membres du secteur de l'IT se sont demandé si les réseaux communautaires étaient vraiment un bon modèle pour connecter les communautés non connectées. Et alors que, comme je l'ai dit, pendant 4 à 5 ans, il y a eu peu de progrès sur ce type de politique, des documents qui peuvent être utilisés ensuite par des champions à niveau national et régional, de même que par les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires des ministères et les responsables de la réglementation. C'est avec la pandémie et notre présence constante et ayant prouvé que les réseaux communautaires sont complémentaires, sont utiles, que tous ceux qui n'étaient pas connectés auparavant, ainsi que les grands opérateurs, se sont rendus compte qu'il y a moyen de tirer parti de la présence des réseaux communautaires. Et pendant la pandémie, on a constaté que la tendance constatée auparavant se poursuit réellement. Mais qu'il n'y a pas, comme on l'a dit, accès nécessairement aux télécommunications parce que les pierres sont trop grosses, comme nous l'avons vu. Avec la pandémie, nous avons commencé
avoir, grâce à ISOC et d'autres dans le contexte international, un langage plus positif sur les réseaux communautaires à partir du réunion du G20 lorsqu'il a été déclaré que les moyens non traditionnels de connectivité, comme les réseaux communautaires, sont utiles. Le groupe de travail qui s'est réuni en janvier cette année a recommandé et a reconnu également le rôle des réseaux communautaires à cet égard et a souligné le consensus qui souhaite que les différentes parties prenantes communiquent entre elles pour promouvoir ce type de solutions complémentaires. Nous avons vu l'UIT également et le comité de programmation souligner les avantages des réseaux communautaires dans les différents rapports, les guides sur les solutions, sur le blueprint et d'autres références qui parle des réseaux communautaires et montre qu'ils sont utiles pour éliminer la fracture numérique. À partir de 2014 et aujourd'hui encore, c'est une réalité. Pendant la pandémie, il y a eu la déclaration du suite à une réunion où l'on a demandé à l'Union africaine de promouvoir les réseaux communautaires. En 2020, l'an dernier, IPC, Afrique et d'autres ont également engagé des discussions avec d'autres organisations avec un certain nombre de nos partenaires ont participé à ces discussions pour parler de l'accès au dorsal et à d'autres systèmes. Donc, c'est une tendance qui perdure, qui se poursuit en 2021. Il y a une autre publication de l'UIT qui a été lancée récemment qui dit que les modèles et approches doivent être réexaminés, y compris l'exploration de nouveaux modèles d'accès des réseaux communautaires et de points d'accès des publics pour les communautés. Donc, nous commençons à voir que l'UIT, les organes régionaux et même nationaux commencent à comprendre et à s'engager dans ce dialogue qui consiste pour identifier des solutions complémentaires. Donc, Steve, maintenant, je vous rends la parole. Merci, Carlos. La bonne nouvelle, c'est que nous faisons des progrès en ce qui concerne la reconnaissance des réseaux communautaires. En 2020, la toute première licence conçue pour l'accès des communautés, des opérateurs communautaires, a été introduite en Ouganda grâce à l'appui de l'APC et d'autres réseaux communautaires dans la région. Et Uganda Communications Commission a introduit cette licence. Ça a été une étape importante qui visait les bonnes communautés, mais il y a eu toutefois quelques difficultés au niveau de l'application, de la concrétisation, mais ça a certainement été un tournant, un bond en avant. Il y a une autre tendance positive que nous avons constatée en 2020 lorsque l'autorité de réglementation au Zimbabwe
a publié un nouvel instrument statutaire pour réglementer, grâce à une petite cotisation, pour réglementer les pratiques par pratique de réglementation. Il y a eu également d'autres initiatives de Joseph Bisi et d'autres nouvelles initiatives avec des initiatives de soutien de la part des autorités de réglementation. La raison pour laquelle nous souhaitons avoir une licence, c'est pour que les communautés, les réseaux communautaires soient reconnus comme partie intégrante de l'écosystème. À l'heure actuelle, la plupart des réseaux passent sous le radar. Et sans doute, ça les aide en termes de durabilité. Mais pour passer à l'échelon suivant, eh bien, il faut que ces réseaux soient intégrés dans le cadre réglementaire. C'est là qu'il y a eu, par exemple, un partenariat avec CA, avec un soutien du FCDO, du Royaume-Uni, pour qu'il y ait une consultation sur un cadre de structure pour les réseaux communautaires. Ça a été très positif parce que cela a promu l'idée des licences et ça a fait progresser la discussion également sur la forme que devrait prendre ce système de licence et cela a véritablement permis de prendre en compte la forme que devraient avoir ces licences pour des réseaux communautaires plus petits. Et il s'agit également d'accès au spectre. Nous allons entrer dans les détails tout à l'heure en ce qui concerne le spectre. Et il y a d'autres tendances au niveau de l'engagement qui ont démarré dans d'autres pays, par exemple au Nigeria, ou bien ICASA, l'Organisation d'Afrique du Sud. Nous avons pu leur donner des recommandations sur ce qui doit être examiné afin de concevoir un cadre de réglementation qui soit favorable, positif pour les réseaux communautaires, pour pouvoir ensuite rédiger des soumissions. Comme Steve l'a dit, parlons maintenant de spectre. Merci. La plupart des réseaux communautaires utilisent ce que nous appelons Wi-Fi pour l'accès au spectre. Ceci s'améliore constamment au niveau de l'accessibilité et de la performance, mais cela a des limites au niveau de la réglementation et du débit. Il y a des limitations, des limites en ce qui concerne le nombre de dispositifs à déployer. Et l'utilisation de la Wi-Fi varie énormément de pays à pays. Dans certains pays, on peut se servir d'une partie de la bande Wi-Fi. Dans d'autres pays, on peut se servir de toute la bande. Dans certains pays, c'est limité au niveau de la puissance. Dans d'autres pays, il y a une cotisation à payer pour l'accès. Donc, l'un de nos objectifs, c'est de normaliser, de standardiser l'accès à
à la Wi-Fi pour qu'il y ait de meilleures opportunités d'accès pour les communautés. Mais nous ne voulons pas simplement des technologies de Wi-Fi, nous voulons avoir toute une trousse à outils, nous voulons pouvoir sélectionner le bon outil d'accès pour les communautés. Donc, il y a cet outil, ce qu'on appelle TV White Space, qui a émergé au cours des 10 dernières années et qui connaît un élan important, mais il y a des réglementations au Kenya, au Mozambique et dans un autre pays qui conviennent très bien aux régions éloignées ou mal desservies. Et ça, c'est un pas en avant important aussi. Mais le véritable Graal de l'accès, c'est le spectre IMT, la télécommunication mobile internationale, le système IMT. Et c'est là le spectre que les Vodacom et autres utilisent dans le monde et qui peut être diffusé, qui est diffusé à niveau national dans pas mal de pays pour des millions, des milliards de dollars. Mais en même temps, dans le monde, les régulateurs se rendent compte que le spectre, s'il est largement utilisé dans les zones urbaines, ne l'est pratiquement pas dans les zones rurales. Et nous devons étendre cet accès aux zones rurales. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un certain nombre de pionniers dans le secteur régulatoire. Il y a des expériences intéressantes. Par exemple, au Mexique, on met de côté une partie de l'accès. En Nouvelle-Zélande, on a créé des parcs d'accès à la Wi-Fi à très faible coût. Au Royaume-Uni, on vient d'introduire toutes sortes de licences qui donnent un accès beaucoup plus dispersé, beaucoup plus granulaire. Et ailleurs, on introduit des systèmes CBIS. Donc, il y a toutes sortes d'exemples qui permettent un meilleur accès au réseau communautaire. Et s'il faut des centaines de points d'accès pour couvrir une région, eh bien, grâce à ITM, eh bien, il suffit d'avoir 1 ou 2 points d'accès pour couvrir le même territoire. Pour les réseaux communautaires qui ne souhaitent pas investir dans les technologies d'accès, il y a des opérateurs virtuels, MVNO, des systèmes MVNO qui et désormais les réseaux communautaires commencent à utiliser ces systèmes pour tirer parti des opérateurs commerciaux, mais avec une structure de prix de tarifs beaucoup plus abordables. Au Mexique, Ransome ATK est en train de négocier avec les opérateurs, les grands opérateurs, et en Afrique du Sud actuellement, avec les nouvelles enchères qui sont sur le point d'avoir lieu, eh bien, l'appui sur le système MVNO est également requis.
comme je l'ai dit, un document de l'UIT a recommandé de réexaminer pour intégrer les besoins des réseaux communautaires. En juin, le régulateur en Argentine a mis de côté 3 milliards de dollars de pesos pour faciliter ce genre d'initiative. Au Kenya, il y a de nombreuses discussions. Il y a 2 processus de soutien recommandent de restructurer l'USF de façon à ce que les compétences peuvent être développées ou les capacités puissent être développées pour les réseaux communautaires. De même, avec les recommandations que nous avons faites à NCC et à ICASA, nous devons constater que ça commence à se faire, à se développer. Merci. Et enfin, je voudrais parler des réseaux de fibre optique. Voici une carte suite à mes recherches sur un certain nombre d'années. L'un des goulets d'étranglement pour les réseaux communautaires, c'est l'accès à ces réseaux fibres. Il faut savoir d'abord où on peut avoir accès, pas seulement où se trouve la fibre, mais où se trouvent les points d'accès, les points de présence que vous voyez ici sur ma carte. Et le deuxième facteur important, c'est la tarification. À l'heure actuelle, le profil de tarification reste très secret dans un certain nombre de pays. Il faut demander à des opérateurs d'avoir des devis qui peuvent parfois, parce qu'il n'y a pas de normes de tarification. Il nous faut donc beaucoup plus de transparence là-dessus et il faut commencer par révéler où se trouvent ces réseaux et faire en sorte que les opérateurs aient une tarification standardisée. Ça n'est pas seulement en Afrique, c'est vrai ailleurs aussi. Il faut normaliser les tarifs, ce qui réduit les coûts pour tout le monde. Je voudrais terminer simplement avec une liste de ressources. Je voudrais vous donner pour terminer une liste de ressources qui pourront vous permettre d'avoir accès à davantage d'informations. Oui, parce que vous vous dites peut-être, ils nous ont parlé pendant 25 minutes sans nous parler vraiment de ressources. Alors, nous avons identifier les licences, le spectre, accès à la fibre, accès à des financements et transparence. Vous pouvez, grâce à le lien qui se trouve ici, télécharger une liste de ressources qui vous permettent d'en savoir plus sur ces 5 facteurs importants que nous avons identifiés. Et il y a une autre ressource qui est de publication récente, qui est désormais disponible et je vous en mets le lien ici. Politique et réglementation pour les télécommunications, c'est en évolution constante. Il y a toujours de nouvelles ressources. C'est une ressource complexe
parce que les réglementations sont légèrement différentes dans les différents pays. Donc, pour se pencher là-dessus, nous avons pensé qu'une approche collaboratrice serait la meilleure façon de résoudre la question. Nous aimerions vous encourager à aller sur policy.communitynetworks.group pour voir, vous aussi apporter des informations en ce qui concerne vos pays respectifs. Parce que si vous êtes engagé dans une conversation avec les régulateurs, il est important de pouvoir montrer ce qui est différent dans les pays avoisinants et ce qui pourrait, qui est différent et utile. Quand on effectue des opérations de lobby, c'est très utile de pouvoir comparer, de pouvoir apporter d'autres exemples. Donc, il y a des profils par pays dans cette ressource. Ajoutez le vôtre s'il n'est pas recommandé. À partir de ce profil, de ces profils, nous allons pouvoir extraire des exemples de bonnes pratiques pour vous aider dans vos discussions avec vos régulateurs. Et puis, nous avons établi un partenariat avec des organisations pour consulter et obtenir les contributions des régulateurs des discussions avec les régulateurs. Donc, si vous souhaitez faire une soumission auprès de vos organes de réglementation, vous allez pouvoir trouver des informations utiles là-dedans. Les régulateurs souvent se tournent vers des organes internationaux pour des recommandations et nous avons fait des progrès dans la reconnaissance des réseaux communautaires auprès de ces organes internationaux. Donc, vous pouvez vous en servir aussi. Il nous reste maintenant à vous remercier de votre attention aujourd'hui et nous serons heureux de discuter plus avant. Pour ces présentations très détaillées. Vous avez proposé plusieurs idées et des aspects très intéressants et beaucoup d'informations. Et je voudrais passer directement aux questions que nous voyons dans la fonction de questions-réponses. Et je vous demande de répondre aux questions tout de suite avant de passer à la prochaine orateur. Et la première question, c'est pour vous, Steve. Est-ce que le MVNO peut fournir des données de voix et de télécommunication? Un MVNO peut proposer les mêmes services comme les réseaux mobiles alors les MVNO sont une étiquette blanche d'un opérateur mobile qui peut proposer une structure de tarification et d'autres avantages orientés vers le marché. Oui, alors la réponse est oui, mais il n'est pas simple parce qu'il faut quand même des fonds pour établir le logiciel en tant que logiciel et gestion. Nous voulons chercher une façon abordable pour de considérer les MVNO, mais pour l'instant, c'est quelque chose pour l'avenir. J'espère que vous avez eu une réponse à votre question.
Alors, j'ai une question en français. Oui. Alors oui, merci pour, il demande, si s'il y a une taille minimum pour un réseau communautaire pour pouvoir avoir accès à une licence. Mais il n'y a pas, en premier lieu, il n'y en a pas une licence dans tous les pays, ça dépend des pays. Mais nous pouvons, dans le cadre que nous proposons de télécommunications en Kenya, pendant les conversations euh, de comptabilité, oh, non, excusez-moi, d'une région, d'une zone, la tarification se fait en fonction de la zone. Dans le cas de Uganda, ils ont parlé d'une communauté, mais la définition n'est pas telle. Au Brésil, ils ont parlé de 5000 utilisateurs actifs. En Mexique, ils parlent de population. Les gens, ça dépend. En Afrique du Sud, les réseaux communautaires sont au niveau de la municipalité. Alors, cela dépend de l'engagement selon le pays. Au Cameroun, il n'existe pas un cadre euh, comme celui-là, mais nous espérons travailler avec le régulateur pour l'année prochaine pour fournir de l'appui de la même façon pour informer sur les possibilités de créer des licences. Alors, peut-être pour l'année prochaine, nous pourrons partager de bonnes nouvelles là-dessus. Merci. Merci. Merci, Carlos. Et il y a encore une question avant la prochaine présentation. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à la question en français de Bey Mohamed? Il demande s'il peut enregistrer la présentation. Et oui, il sera enregistré. Vous verrez ça sur le site web où vous êtes inscrit pour la session et la diffusion en direct. Alors, vous pouvez le regarder la séance après. Oui, merci. Merci, Carlos. Et merci de vos réponses. Je pense que les équipes peuvent toujours prendre contact euh, par le biais des chats du réseau communautaire et où vous pouvez poser vos questions. Et existe aussi le groupe WhatsApp. Alors, passons maintenant à notre prochain orateur. Et nous avons l'ISOC, représenté par Verengai Mabika, qui est de Zimbabwe. Verengai a rejoint l'équipe de Global Public Policy, politique publique globale en tant que consultant supérieur pour l'Afrique en 2017. Il est un entrepreneur et a lancé plusieurs initiatives primaires qui ont utilisé les TIC pour atteindre des objectifs sociaux comme le changement climatique. Alors, Verengai va nous expliquer sur le guide pour les réseaux communautaires qui a été développé pour évaluer et considérer les besoins des réseaux communautaires proposés. Alors, nous allons passer. Il va il va partager avec Sol des commentaires sur les réseaux communautaires comme consultant supérieur
pour le guide. Alors, je vous laisse la place, Ferengai. Merci. Merci, Liliane, pour cette présentation et bonjour à tous, à collègues et des amis, où que vous soyez. Et j'espère que vous êtes en bonne santé. Et aujourd'hui, je vais parler d'un outil très important qui est toujours en train de se créer. Nous allons finaliser ce processus pour que vous sachiez que le développement de ce guide est en cours. Alors, c'est une façon de considérer les besoins et de fournir de l'aide à ceux qui veulent commencer un réseau communautaire en Afrique. Alors est-ce oui, on va commencer avec les diapositives. Alors, la structure de ma présentation. Prochaine diapositive. En premier lieu, nous allons considérer la boîte à outils et pourquoi elle est importante, et aussi de parler du processus de développement et les thèmes qui sont abordés dans cette boîte à outils et le contenu et comment vous pouvez l'utiliser et de quelle façon nous pouvons en tirer profit de ce guide. En premier lieu, je voudrais tout d'abord parler de cette initiative que nous appelons l'outil, de boîte à outils. Nous pouvons tous reconnaître la valeur des réseaux communautaires dans ce qui concerne la communication et reconnaître l'importance et la comparaison que Steve a dit, nous pensons que c'est une solution complémentaire en ce qui concerne les thèmes de connectivité. Nous avons remarqué l'année dernière, et grâce à des efforts de plaidoyer et dans la communauté par des collègues, nous avons constaté dans les organisations à travers le continent, nous avons constaté dans l'Est de l'Afrique, à travers le continent, nous avons constaté des activités de plaidoyer et ces activités cherchent à encourager ou à convaincre les régulateurs de trouver des solutions avec capacité d'évoluer, et surtout dans les zones rurales. Alors, nous avons le résultat constaté du point de vue des pays mentionnés, Zimbabwe, Uganda, des processus qui sont en train de se faire. Nous espérons pouvoir suivre cette direction positive. Alors, le même mouvement et nous pensons que la demande pour les réseaux communautaires va accroître et nous intéressons
aux idées pour le développement de cette boîte à outils. Alors, nous avons démarré un processus l'année dernière sur de développer une boîte à outils qui pourrait identifier pour des parties prenantes, pour qu'ils puissent considérer s'ils sont prêts à déployer un réseau communautaire. Alors, la boîte, en fait, aide à définir les fonctions du réseau et de naviguer le cadre réglementaire. Et je pense que les outils servent à vous aider dans ce processus et d'autres stratégies au sein de l'organisation qui s'avèrent nécessaires aussi. Alors, sur cette diapositive, je vais parler en bref du processus que nous avons mis en marche et je voudrais reconnaître les efforts qui ont été impliqués dans ce processus, notamment Sol, qui va partager ses perspectives de ce processus et le consultant qui nous a aidé aussi, Michael Graff, et ses collègues qui ont mis du temps à travailler sur le contenu et je voudrais aussi remercier nos partenaires qui nous ont aidés sur l'ampleur de ce processus. Nous avons une ébauche du processus et nous avons sélectionné quelques commentaires des experts de la région pour leurs commentaires et nous sommes très reconnaissants de leur contribution. Nous espérons que ce processus, mettre terme à ce processus plus tard dans cette année. Alors, je voudrais parler en bref de la structure qui comprend 4 documents qui sont importants. Alors, il y a le guide qui et avec des sujets, des thèmes clés, 6 thèmes clés et sur les réseaux communautaires qui sont en opération dans notre région. Et autres guides pour les partenaires dans l'évaluation pour considérer s'ils sont prêts à prendre les pas pour établir un réseau communautaire. Vous avez aussi un document Excel qui fait avec lequel vous pouvez faire une évaluation de la viabilité financière du réseau communautaire proposé. Et vous pouvez l'utiliser, les parties prenantes peuvent l'utiliser. Alors, l'élément de l'introduction, un aperçu des réseaux communautaires, la définition, en résumé des perspectives régionales, l'Afrique, les objectifs des réseaux communautaires et le mouvement des réseaux communautaires. Mais ce qui est plus important, c'est la liste compréhensive et la description des formations et les documents
de référence dont vous aurez besoin pour établir un réseau communautaire. Alors, cela constitue la première partie du guide de la boîte à outils. Alors, je vais parler de quelques éléments, les éléments fondamentaux du guide. Nous avons essayé de considérer six éléments clés qui sont très importants si vous considérez le déploiement d'un réseau communautaire. En premier lieu, la communauté, la fonction et les services d'un réseau communautaire d'une perspective sur le terrain et bien sûr, oui, l'aspect des télécommunications et les thèmes en relation liés aux télécommunications. Nous avons aussi considéré des considérations techniques du réseau et les partenariats stratégiques et durables et ce qui est très important. Nous avons créé des sessions dédiées Commençons par le premier aspect, celui de la communauté. Nous avons tenté de définir la communauté et son rôle. Il y a également un aspect important qui est le rôle des champions du réseau communautaire, c'est-à-dire le groupe qui réunit toutes les ressources nécessaires et démarre les processus. Il y a ensuite la section qui examine la fonction et les services du réseau communautaire, qui examine ce qu'est la proposition de valeur du réseau communautaire, quels sont les rôles et les responsabilités des réseaux communautaires et des champions dont j'ai parlé. Lorsque vous examinerez le document, vous verrez, vous trouverez des réponses à certaines de ces questions qui sont mentionnées ici. Le troisième élément envisage les cadres juridiques et réglementaires qui sont des éléments clés dans certains pays. Il y a déjà des cadres bien définis, alors que dans d'autres régions, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, ceci vous donnera une idée des cadres juridiques et réglementaires nécessaires. Ensuite, il y a un autre aspect important et il s'agit de savoir pourquoi il est important d'envisager de façon stratégique l'inscription juridique d'un réseau communautaire. Comment le réseau est-il structuré? Quelles sont les différentes formes qu'il peut prendre? Est-ce que la propriété du réseau communautaire est analogue ou séparée de la structure de management, de gestion? Et enfin, l'aspect de la durabilité financière. Il est important qu'elle soit garantie à long terme. Et dans ce guide, il y a des outils qui vont vous permettre d'évaluer la durabilité financière et les coûts associés à l'opération d'un réseau communautaire, des exemples de modèles de business qui sont utilisés, appliqués dans les différentes régions.
Là, il s'agit des considérations techniques. Bien entendu, les pratiques, ça a été mentionné par mes collègues. Déjà, tout dépend des technologies disponibles dans une certaine région et toutes les ressources et outils qui pourraient être utilisés pour garantir les meilleures pratiques. Alors, pour qui est ce guide? Alors là, il s'agit de parler des publics visés par ce toolkit, par cette trousse à outils pour les partenaires MESO, d'abord afin de leur permettre de soutenir les nouveaux réseaux communautaires dans leur pays. Mais également, il s'adresse également aux communautés pour comprendre les réseaux communautaires et évaluer ce qui est nécessaire pour créer et faire fonctionner un réseau. Également, pour évaluer dans quelle mesure la communauté ou le méso est prêt à s'engager dans cette voie. Nous pensons également que ce guide va être utile pour les réseaux communautaires existants et les difficultés qui se présentent à eux en matière de durabilité, par exemple. Et pour également qu'ils puissent envisager sereinement les changements qui ont eu lieu et qui affectent leur opération. J'ai mentionné plusieurs fois ce terme de méso. Je voulais passer quelques minutes pour décrire ce qui est à la base de ce concept. C'est ce qui connecte le niveau macro au niveau micro. Le niveau macro, l'analyse de niveau macro logique est utilisée pour examiner les sociétés en général. Et l'analyse de niveau micro, c'est en réalité de là que tout part, parce que la demande du réseau communautaire part de la communauté elle-même, qui, dans le cas des réseaux communautaires, est souvent propriétaire du réseau en question et qui a la propriété, la gestion, assure la gestion du... Et l'analyse de niveau méso, eh bien, c'est l'analyse intermédiaire qui implique l'étude des groupes, des communautés et des institutions engagées. Nous pensons que pour qu'un réseau communautaire soit créé avec succès, eh bien, il faut pouvoir faire communiquer le niveau macro et le niveau micro, mais également en sachant ce qui se passe à niveau national, au niveau des politiques. Dans la plupart des pays, il y a des politiques en matière de TIC. Les politiques ne sont
pas toujours publiés. Donc, il faut vraiment pouvoir faire communiquer ces différents niveaux afin que la base, que le mouvement soit ascendant et parte véritablement de la base. Je voulais vous donner ces définitions, donc des différents niveaux dont nous parlons. Je vois que le temps passe, donc je vais m'interrompre maintenant et donner la parole à ma collègue Sol pour lui demander si elle aurait une contribution, quelque chose à ajouter à ce que j'ai dit. Merci, Vernkay. Je voudrais remercier l'ISOC de faire ce travail de sensibilisation et également remercier l'APC et d'autres organisations pour ce qu'elles font dans ce domaine. Et il est évident que il y a de plus en plus de réseaux communautaires. Nous sommes donc une communauté qui croît. Il y a des besoins importants. Il faut commencer quelque part. L'idée qu'un réseau communautaire soit consolidé. Nous savons qu'il y a une grande diversité de réseaux dans les différentes régions, pays. Il nous faut donc créer. Les réseaux communautaires sont puissants parce qu'ils sont adaptés à leur environnement local et également à leur environnement national. Donc, il faut véritablement envisager le niveau micro dont parlait Vernkay et le connecter au niveau macro, de sorte que les différents organes, les différentes entités qui émergent puissent faire le lien entre le secteur des communications et la réalité locale. À partir de mon expérience de gestion de réseau en Afrique du Sud et de liaison et d'échange d'expériences avec les réseaux communautaires sur notre continent et mondialement, lorsque j'envisage les problèmes qui se présentent, eh bien, il y a eu des travaux importants accomplis par l'intermédiaire d'ISOC et d'APC qui nous ont montrer toutes les différentes façons de soutenir un réseau communautaire et de le créer. Mais ces initiatives sont dispersées et il n'y a rien qui montre la perspective mondiale. Et là, dans ce manuel, dans ce guide, il y a une liste des éléments évoqués par Vernkay, la façon dont on peut les analyser pour voir si la communauté est prête à créer un réseau ou bien si ce n'est pas encore le bon moment. Et sur les avis donnés par les communautés, il est important de comprendre que c'est un premier pas important, mais pour tenir compte de la diversité qui existe, eh bien, il faut recueillir davantage d'avis, consulter sur les avis. Je suis heureuse que ISOC et d'autres commencent à utiliser une terminologie commune de type micro et méso, parce que à partir d'une terminologie commune, eh bien, nous pouvons véritablement étudier les aspects qui nous sont communs à tous. Toutes
outil est utile à partir du moment où il est utilisé conjointement avec le soutien d'autres initiatives de soutien de communautés de méso. Le meilleur soutien que nous puissions obtenir, c'est des uns des autres. Et nous devons, je crois, poursuivre ces conversations et grâce à cela et à ce type d'outils, eh bien, nous pourrons progresser davantage. Merci, Verengai et Sol, de cette présentation conjointe. Il y a de nombreux commentaires positifs de la part des participants. J'essaye d'identifier des questions apparemment et il n'y en a pas. J'ai une question, moi. Quand est-ce que ces outils seront prêts et quand est-ce que les participants pourront y avoir accès à ces outils? Merci, Liliane. Michuki, vous voulez répondre? Oui, merci de cette question, qui est une question importante. Nous avons achevé la collecte des avis des experts et des parties prenantes. Et nous sommes sur le point d'achever le processus d'un premier jet du guide. Et puis, à partir de là, il y aura un travail important pour connecter les textes et les images et un travail d'édition. Donc, nous espérons pouvoir terminer pendant le 3e trimestre de l'année et nous aurons à ce moment-là une première version du guide disponible au 4e trimestre de cette année. Mais il ne s'agira pas d'une version finale. Nous voulons que ce guide soit utile pour tout le monde. Donc, nous recueillerons à nouveau des avis et nous modifierons le premier guide donc d'ici la fin de 2022, nous pensons avoir une deuxième version disponible. Nous avons entamé des discussions internes pour savoir s'il nous faut des éléments complémentaires à ce guide, pour voir si ces composants seraient utiles. Par exemple, un guide pour une intervention de modération externe, de consultation. Donc, nous attendons là aussi les avis, les informations en retour pour savoir s'il y aurait des éléments, des annexes, si vous voulez, des éléments complémentaires à apporter. Mais comme je l'ai dit, 3e trimestre de cette année pour la première version. S'il y a quelques retards, eh bien, publication début 2022 peut-être, et nous pourrons certainement en faire usage pleinement d'ici 2022. Merci, Michuki. Il y a une autre question dans le chat. Sol, veuillez expliquer à quoi ça correspond mezzo, à quoi correspond l'acronyme mezzo. Mezzo. Vous êtes peut-être, Sol, la personne qui est la mieux placée pour répondre, ou peut-être Carlos.
Est-ce que c'est l'organisation à but non lucratif qui doit avoir contrôle du réseau communautaire ou bien est-ce que c'est l'organisation à but commercial et est-ce que c'est important en réalité qui contrôle le réseau? Mais vous n'avez que 2 minutes, j'en ai pas. L'organisation MESO, c'est simplement un rôle émergent. Azen Zeleni, c'est l'NPC, réseau Matica, c'est TIC. Au Mexique, il y a de nombreux autres exemples de cela. Je crois qu'il n'y a pas de prescription. On ne peut pas avoir un modèle fixe pour les réseaux communautaires parce que ça ne fonctionne pas. Avec les organisations telles qu'au Standard, nous le savons. Il y a des réalités communautaires et des secteurs de télécom très, très figés, qui sont évidemment très, très différents. C'est là que l'organisation MESO peut intervenir et faire le lien entre les deux. C'est possible, mais ça n'est pas obligatoire. Il semble qu'il y ait un écart très important entre les communautés non connectées et le secteur. Il n'est pas toujours possible pour ces communautés d'avoir une interface directe avec le secteur. Parfois, c'est une question de langue, tout simplement, parce que les communautés ne parlent pas anglais. Et pour reprendre votre question, Liliane, savoir qui contrôle, il y a tellement d'avantages à la détermination propre des communautés, à la propriété, l'appropriation des réseaux par les communautés pour qu'elles puissent identifier ce qui est important pour elles. Et il est important qu'elle soit donc une voix représentée au plus haut point. Mais c'est vrai que parfois, il n'y a pas de compétences commerciales dans la communauté. Donc, et là, apporter des expertises plus techniques et plus commerciales, peu importe d'où cela provient, tout ce qui compte, c'est que ce soit la demande de la communauté qui génère cela au départ. Merci de cette réponse, Sol. Je pense que cette séance a été utile et nous sommes arrivés à la fin de cette séance aujourd'hui qui a été extrêmement intéressante. Je suis sûre que nous avons appris beaucoup de choses de la part des intervenants et nous devons continuer à nous engager dans des discussions grâce aux différents groupes, au chat en ligne, au nom des organisateurs, APC et ISOC, et de l'équipe de comité de programmation. Je voudrais remercier les 3 organisations représentées aujourd'hui, APC, ISOC et Mozilla. Merci aux panélistes et aux organisateurs. Et merci à l'équipe technique qui est en coulisses.